Tout ce que tu crois savoir sur le monde pourrait être remis en question dans les prochaines minutes. Depuis des décennies, un lieu fascine l'humanité comme presque aucun autre. Une portion d'océan où des avions disparaissent, où des navires sombrent sans laisser de traces et où les communications pactées en radio s'interrompent soudainement. Peut-être en as-tu déjà entendu parler, peut-être as-tu toujours pensé qu'il ne s'agissait que d'un mythe. Mais que se passerait-il si, derrière toutes ces histoires, se cachait quelque chose que nous n'avons tout simplement jamais vraiment compris? Reste absolument jusqu'à la fin, car ce qui arrive maintenant change la perspective sur l'un des plus grands mystères de notre époque. Et si ce genre d'histoire te fascine, soutiens la vidéo et écris ton avis à la fin, car c'est précisément de cela qu'il s'agit. Selon toi, qu'est-ce qui s'est réellement passé ici? L'une des plus grandes questions non résolues de l'histoire moderne semble enfin avoir trouvé une réponse. Pendant de nombreuses années, des récits ont circulé au sujet d'avions et de navires disparus dans une zone de l'Atlantique connue sous le nom de Triangle des Bermudes. Pour beaucoup, c'était une légende. Pour d'autres, un phénomène inexpliqué. Mais une nouvelle théorie scientifique affirme désormais pouvoir enfin expliquer ce mystère. Et la vérité qui se cache derrière semble plus étrange que n'importe quelle histoire inventée. Et pourtant, tout commence de manière étonnamment banale. Moins de 4 minutes après le début de l'enregistrement, l'équipage du navire de recherche Ulysse se tue complètement. Il se trouvait à environ 700 mètres sous la surface de l'Atlantique occidental, précisément dans la zone mondialement connue sous le nom de Triangle des Bermudes. La caméra leur montrait quelque chose qui, à cette profondeur, n'aurait tout simplement pas dû exister. Il y a une épave, il y en a une autre. Et là-bas aussi, c'est étrange. Mais ce qu'ils voyaient n'étaient pas des débris. C'était d'énormes blocs de pierre, des surfaces planes, des arêtes nettes, des formes géométriques claires. Ils n'étaient ni dispersés au hasard ni arrondis par l'eau. Ils donnaient l'impression d'avoir été placés là délibérément. L'équipe était descendue à l'origine pour rechercher les restes de galions espagnols du XVIe siècle. Mais ce que montrait la caméra ne correspondait à aucune épave connue. En réalité, cela ne ressemblait à rien de ce qui avait jamais été documenté auparavant. Les images furent examinées. Elles étaient authentiques. Des spécialistes analysèrent les données, sans pouvoir expliquer précisément ce qui apparaissait là, au fond. 25 ans plus tard, il n'existe toujours pas de réponse définitive. Mais pour comprendre comment on en est, arrivé là, il faut revenir un peu en arrière. Car la zone dans laquelle cette découverte a été faite possède une longue histoire. Pendant plus de 70 ans, des cas ont été signalés dans le triangle des Bermudes sans jamais pouvoir être clarifiés de manière certaine. D'immenses vagues, autrefois considérées comme de simples récits de marins, ont depuis été confirmées scientifiquement. Des navires ont disparu sans débris, sans appel de détresse, sans la moindre trace. Des avions ont brusquement perdu le contact radar, même par beau temps. La zone comprise entre Miami, les Bermudes et Porto Rico est devenue synonyme d'inexplicable. En mars 1918, l'USS Cyclops quitta la Barbade. À son bord se trouvaient 309 hommes ainsi qu'une cargaison complète de minerais de manganèse. Le temps était calme, le navire fonctionnait parfaitement, la radio était opérationnelle. Quelque part sur la route vers Baltimore, il disparut. Aucun appel de détresse. Aucun débris. La plus vaste opération de recherche de l'histoire de la marine américaine ne donna rien. Jusqu'à aujourd'hui, la disparition du Cyclops reste l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire maritime. Puis, en décembre 1945, 5 bombardiers torpilleurs décollèrent de Fort Lauderdale pour un vol d'entraînement. C'était une journée claire, les pilotes étaient expérimentés. Mais peu de temps après, le chef de vol, le lieutenant Charles Taylor, signala des problèmes. Son compas ne fonctionnait plus correctement. La mer sous eux paraissait différente de ce qu'elle aurait dû être. Il n'arrivait plus à déterminer sa position. Les messages radio devinrent confus, puis cessèrent complètement. Un avion de recherche fut envoyé et disparut lui aussi. Aucun de ces appareils ne fut jamais retrouvé. Au fil des années, de nombreuses explications furent proposées. Aucune n'a pu éclaircir tous les détails de manière complète. Mais un fait est longtemps resté inchangé. Le fond marin de cette région est resté pendant des décennies presque inexploré. Tandis que la surface était observée et que l'atmosphère était analysée, ce qui se trouvait en dessous demeurait en grande partie inconnu, jusqu'à ce que cela change. Ce n'est qu'au début des années 2000 qu'une véritable tentative fut lancée pour examiner systématiquement le fond marin de cette région. Mais le déclencheur ne fut pas l'intérêt scientifique, plutôt un motif économique. Une entreprise canadienne d'exploration sous-marine conclut un accord avec le gouvernement cubain.
Cuba avait un besoin urgent de revenus, et les eaux autour de l'île étaient considérées comme une véritable archive des siècles passés. Pendant des siècles, des navires espagnols y avaient sombré, perdus dans des tempêtes, détruits lors d'affrontements ou brisés par les conditions extrêmes de la traversée de l'Atlantique. Beaucoup transportaient de l'argent, de l'or et des marchandises de grande valeur. La corde était simple. L'entreprise utiliserait une technologie sonar moderne pour scanner le fond marin et localiser d'éventuelles épaves. En échange, Cuba participerait aux découvertes. Il ne s'agissait pas de légendes, il s'agissait d'objets de valeur. L'équipe était composée de spécialistes expérimentés, ingénieurs, experts en cartographie et chercheurs en sciences marines. La direction était assurée par une océanographe ayant de nombreuses années d'expérience dans l'exploration des grandes profondeurs. Sa méthode de travail était précise et systématique. L'objectif consistait à identifier les épaves, documenter leur état et préparer d'éventuelles opérations de récupération. Le navire de recherche commença son travail dans un rythme calme, presque monotone. Il avançait en ligne parfaitement tracée au-dessus de la zone ciblée, tandis que les sonars recueillaient des données en continu. Jour après jour, les opérateurs observaient leurs écrans. Motifs irréguliers, vases molles, formations rocheuses isolées, exactement ce qu'on s'attend à voir sur le fond marin, rien d'inhabituel. L'équipe pensait qu'il faudrait des semaines avant que quelque chose d'anormal n'apparaisse. Puis un signal surgit qui ne collait pas à l'ensemble. D'abord, cela ressemblait à une erreur. Au début, cela ressemblait à une anomalie technique. Les données sonars peuvent contenir des perturbations, imprécisions, interférences, échos déformés. L'opérateur le nota puis poursuivit son travail. Mais au passage suivant, le signal était toujours là. Même position, même forme, même taille. Un second opérateur fut appelé. Ils vérifièrent les données ensemble. Le navire modifia sa trajectoire, effectua un nouveau balayage sous un autre angle. Pourtant, le motif restait stable. Il ne se comportait pas comme un défaut technique. L'équipe modifia alors les réglages. Les fréquences furent ajustées, la sensibilité recalibrée, la profondeur du sonar corrigée. Rien ne changea. Après plusieurs passages, une chose devint claire. Ce n'était pas un hasard. Pour comprendre pourquoi ce signal était si inhabituel, il faut savoir comment fonctionne un sonar. Des ondes acoustiques sont envoyées vers le fond, puis réfléchies de manière différente selon le matériau. Les sédiments mous absorbent le son, tandis que les structures dures le renvoient nettement. Sur l'écran, cela crée une sorte d'image acoustique. En général, cette image paraît chaotique. Des formes irrégulières, des structures aléatoires, des reliefs sans ordre apparent. Mais ici, c'était différent. Les signaux les plus lumineux formaient des lignes droites. Elles étaient parallèles, se rejoignaient sous des angles précis, se répétaient sur une vaste surface. C'était un motif. Puis ils remarquèrent un détail décisif, des ombres. Ces ombres n'apparaissent que lorsque des objets se dressent réellement au-dessus du fond. Des dépôts plats ne peuvent pas produire ce type d'effet. Les structures avaient donc du volume. L'équipe compara les données avec des modèles connus, épaves de navires, formations coralliennes, reliefs volcaniques. Rien ne correspondait. Tout ce qu'ils connaissaient avait une apparence différente. Pour la première fois, une idée commença à prendre forme, sans que personne n'ose la prononcer tout de suite. De l'ordre dans un endroit normalement dominé par le hasard. La décision fut prise rapidement. Il fallait aller voir. Un véhicule sous-marin télécommandé fut préparé. L'opération était risquée. À cette profondeur, aucune réparation n'était possible. Si quelque chose tournait mal, l'appareil resterait à jamais là-bas. Tous les systèmes furent vérifiés. Caméra, éclairage, propulsion, câbles de liaison. Puis la descente commença. Au début, il restait encore de la lumière. Des poissons passaient devant la caméra. La surface demeurait visible comme une frontière tremblante. Mais à mesure que l'appareil s'enfonçait, la lumière disparaissait. À 200 mètres, l'obscurité devint totale. Seuls les projecteurs du véhicule éclairaient encore l'environnement. La pression était immense. La température se situait à peine au-dessus du point de congélation. De fines particules tombaient en permanence depuis les couches supérieures de l'océan. Une pluie invisible qui, au fil du temps, recouvre tout. Après presque 40 minutes, l'appareil atteignit le fond marin. Au début, on distinguait peu de choses, des formes vagues à la limite du faisceau lumineux. Mais plus le véhicule s'approchait, plus l'image devenait nette. Et soudain, il devint évident que quelque chose clochait. La caméra montrait une surface qui n'avait pas l'aspect qu'elle aurait dû avoir. Au lieu de reliefs irréguliers et de dépôts dispersés, le sol semblait étonnamment plat. Pas de blocs rocheux aléatoires, pas de structure typique des grands fonds. À mesure que le véhicule avançait, les contours devenaient plus précis. Des lignes droites, des arêtes vives, des surfaces qui s'étendaient sur plusieurs mètres,
avec une régularité troublante. La lumière des projecteurs glissa sur les formes, et soudain il n'y eut plus de doute. C'étaient d'énormes blocs de pierre. Pas un ou deux, mais beaucoup, des dizaines. Peut-être davantage que ce que la lumière permettait même de voir. Certains de ces blocs mesuraient plusieurs mètres de long. Leur surface était lisse, non déchiquetée. Leurs arêtes étaient nettes, non arrondies par des millénaires d'érosion. Et un autre détail sautait aux yeux. Ils n'étaient pas là au hasard. Ils étaient disposés, en rangées, à intervalles réguliers. Ce type d'ordre ne naît pas par accident. La région autour de Cuba est principalement composée de calcaire, un matériau qui se transforme relativement vite sous l'eau. Il devient poreux, se fissure, s'arrondit. Pourtant, ces blocs semblaient différents. Leur densité évoquait davantage le granit. Une roche extrêmement résistante, difficile à façonner. L'équipe s'attendait à trouver les restes d'anciens navires marchands, mais ce qu'elle avait sous les yeux n'avait rien à voir avec une épave. Ce qui troubla réellement l'équipage, c'était un détail facile à manquer. La surface des blocs était à peine recouverte de sédiments. À cette profondeur, une fine matière tombe sans cesse depuis les eaux supérieures. Avec le temps, elle s'accumule et ensevelit tout ce qui repose sur le fond. Normalement, les objets finissent complètement recouverts, mais ici, ce n'était pas le cas. Les arêtes restaient nettes les surfaces visibles. Cela ne laissait que deux possibilités. Soit les structures étaient beaucoup plus récentes que leur profondeur ne le laissait penser. Soit elles avaient été transportées là par un événement soudain, si rapidement qu'aucune épaisse couche de sédiments n'avait encore eu le temps de se former. Aucune de ces options n'était facile à accepter. À bord du navire, le silence s'installa. Personne ne pouvait expliquer immédiatement ce qu'il voyait. De retour en surface, le véritable travail commença. Les images furent analysées image par image. Les dimensions furent estimées à partir des repères visibles sur le véhicule. L'agencement des structures fut cartographié, les propriétés supposées des matériaux évaluées, la répartition des sédiments étudiée. Toutes ces données furent envoyées à des experts indépendants. Géologues, océanographes, archéologues sous-marins. Les réponses furent divergentes. Aucune explication ne parvenait à rendre compte de toutes les observations à la fois. Certains proposèrent qu'il pouvait s'agir de colonnes basaltiques, une formation qui apparaît lorsque la lave refroidit et se fracture en forme géométrique. Mais la géométrie ne correspondait pas, les caractéristiques du matériau non plus. D'autres parlèrent de fractures tectoniques. De puissantes contraintes peuvent forcer la roche à adopter des motifs réguliers, mais pas à cette échelle, pas avec ce degré de précision, pas avec un agencement aussi homogène. L'hypothèse d'une activité volcanique fut elle aussi examinée, puis écartée. Aucune structure géologique connue ne ressemblait à ce que montraient les données. Puis vint l'étape suivante. L'équipe élargit la zone de recherche et soudain, tout devint encore plus compliqué, car les structures ne s'arrêtaient pas là où la caméra les avait d'abord repérées. Elles se poursuivaient, plus la zone étudiée grandissait, plus de nouveaux motifs apparaissaient. Des lignes qui se prolongeaient, des surfaces reliées entre elles, des espaces qui évoquaient des voies ou des couloirs. Ce qui au départ ressemblait à un amas de blocs isolés commençait à révéler quelque chose de bien plus vaste. L'étendue estimée correspondait à la taille d'une petite ville, et c'est exactement à ce moment que toute la perspective changea. Des découvertes isolées peuvent encore être interprétées comme des coïncidences, mais une zone de cette ampleur, avec des structures répétitives et un ordre reconnaissable, pose un tout autre problème. Les images donnaient l'impression de montrer quelque chose qui avait été conçu, quelque chose qui avait été construit. Et c'est là que commence la vraie difficulté. Car si ces structures ont réellement été bâties, alors une question surgit immédiatement. Quand ? La profondeur de 700 mètres fournit une sorte de fenêtre temporelle. Dans cette région, une masse terrestre ne s'enfonce pas simplement, en peu de temps, jusqu'à une telle profondeur. Pour atteindre ce niveau, il faudrait des processus géologiques massifs. Certains modèles suggèrent que cette zone aurait pu se trouver au-dessus du niveau de la mer il y a environ 50 000 ans. D'autres estimations situent cette période beaucoup plus tard, vers la fin de la dernière ère glaciaire, il y a environ 12 000 ans, lorsque le niveau des mers était nettement plus bas. Même cette estimation plus récente pose déjà problème, car elle ne correspond pas à ce que nous savons de l'histoire humaine dans cette région. Les plus anciens monuments connus au monde, comme Göbekli Tepe ou les temples mégalithiques de Malte, remontent à une période située entre 10 et 12 000 ans avant notre époque. Dans les Caraïbes, en revanche,
les premières traces de présence humaine apparaissent nettement. Plus tard, autour de 7 à 8 000 ans avant aujourd'hui, et ces premiers groupes étaient des chasseurs-cueilleurs, sans capacité connue à ériger de grandes structures de pierre. Il n'existe aucun indice solide montrant qu'une culture capable de construire de telles formes ait existé dans cette région à une époque pertinente. Et pourtant, tout dans ces motifs donne cette impression, celle d'un plan, d'une structure, d'une intention. Une explication possible fut malgré tout envisagée, un événement soudain et catastrophique. Un puissant séisme aurait pu entraîner une partie du littoral vers les profondeurs en très peu de temps. Cela expliquerait pourquoi les structures se trouvent si profondément, et aussi pourquoi elles ne sont pas recouvertes de sédiments. Mais cette théorie ne répond qu'à une partie de la question. Elle explique comment ces structures auraient pu arriver là, mais pas ce qu'elles étaient à l'origine. Et encore, moins qui les a créées. Le mystère se déplace, il ne disparaît pas. Et c'est précisément à ce moment-là que l'histoire commence à devenir silencieuse. Après l'expédition, l'équipe revint avec quelque chose qu'elle-même avait du mal à interpréter. Des données sonars, des enregistrements vidéo et une découverte qui nécessitait soit d'être entièrement repensée, soit de remettre en question tout ce que l'on croyait savoir jusqu'ici. Comme il est d'usage en sciences, les résultats furent documentés. Les données furent présentées lors de conférences, les images soumises à des experts indépendants, des rapports préliminaires rédigés et diffusés. L'intérêt fut immédiat. Des spécialistes en géologie, en océanographie et en archéologie sous-marine commencèrent à examiner le matériel. Et ils arrivèrent à une conclusion intermédiaire étonnamment cohérente. Les images étaient authentiques, les structures étaient réelles. Et il n'existait aucune explication simple et connue pour les décrire. Mais c'est précisément à ce moment qu'il se passa quelque chose d'inattendu. Le projet s'arrêta, non pas parce que l'intérêt avait disparu, mais parce que plusieurs obstacles apparurent en même temps. Le premier était d'ordre politique. Le site de la découverte se trouvait dans les eaux cubaines. Cela signifiait que toute nouvelle investigation, chaque expédition, chaque plongée, chaque prélèvement nécessitait l'autorisation du gouvernement cubain. La coopération internationale dans ce domaine était à cette époque particulièrement complexe. Les institutions des États-Unis, notamment, qui disposaient pourtant de la technologie et de l'expertise nécessaires, n'avaient pas un accès simple. Des organisations comme la Woods Hole Oceanographic Institution ou des programmes de la National Oceanic and Atmospheric Administration auraient eu les moyens de mener une étude approfondie. Mais le contexte politique rendait une telle collaboration difficile, voire irréalisable dans la pratique. Même lorsque les relations diplomatiques s'améliorèrent légèrement dans les années suivantes, aucune expédition concrète ne vit le jour. Le deuxième obstacle était financier. L'exploration des grands fonds est l'une des entreprises scientifiques les plus coûteuses qui soit. Déployer un seul véhicule télécommandé à 700 mètres de profondeur nécessite un navire spécialisé, une équipe hautement qualifiée, des technologies complexes et une logistique importante. Cartographier entièrement une zone aussi vaste, y ajouter des prélèvements et des analyses détaillées coûterait des millions. Aucune entreprise privée ne disposait à la fois du budget et des autorisations nécessaires. Les institutions publiques, bien qu'intéressées, ne pouvaient pas mobiliser suffisamment de fonds. Mais il existait un troisième obstacle, et celui-ci était moins tangible. Car les conséquences possibles de cette découverte étaient problématiques dans les deux cas. Si les structures s'avéraient être d'origine naturelle, il faudrait reconnaître une formation géologique entièrement nouvelle, une formation qui n'existe pas encore dans les modèles actuels. Cela impliquerait de revoir certaines théories fondamentales. Si, en revanche, ces structures n'étaient pas naturelles, les implications seraient encore plus profondes. Cela signifierait que quelque chose a existé dans cette région à une époque où, selon nos connaissances actuelles, rien de tel ne devrait avoir existé. Dans les deux cas, des idées établies seraient remises en question. Et ce genre de situation ne mène pas toujours immédiatement au progrès, mais souvent, d'abord, à la prudence. Le résultat fut une stagnation. Les années passèrent. La découverte initiale passa au second plan. De nouveaux projets, de nouveaux sujets, de nouvelles priorités prirent le relais. L'énergie qui existait juste après la découverte s'estompa progressivement. Mais les questions, elles, restèrent. La chercheuse qui dirigeait le projet tenta pendant des années d'organiser un retour sur le site. Elle chercha des financements, des partenaires, des opportunités pour poursuivre les recherches. Aucune seconde expédition n'eut lieu. À ce jour, aucun fragment n'a été récupéré. Il n'existe aucune mesure directe des blocs, aucun échantillon analysé en laboratoire, aucune cartographie complète de la zone. Personne n'est retourné sur place. Les structures se trouvent
se trouvent toujours là-bas, à 700 mètres de profondeur, dans une obscurité totale, inchangées depuis le moment où elles ont été filmées pour la première fois. 25 ans ont passé, et le mystère demeure entier. Pour obtenir une réponse définitive, 3 éléments seraient en réalité nécessaires. Premièrement, un accord clair avec le gouvernement cubain permettant l'accès à la zone. Deuxièmement, le financement d'une expédition complète avec des technologies modernes, capables non seulement de filmer, mais aussi de prélever des échantillons et d'effectuer des mesures précises. Troisièmement, une institution scientifique prête à accepter les résultats, quelle que soit la direction qu'ils prennent. Aucune de ces conditions n'est impossible, mais aucune n'a encore été remplie. Et ainsi, une question persiste, encore aujourd'hui sans réponse. Ces structures sont-elles le résultat de processus naturels que nous ne comprenons pas encore totalement? Ou ont-elles été créées par quelque chose qui savait ce qu'il faisait? Quelque chose qui existait à une époque où, selon nos connaissances actuelles, cela n'aurait pas dû être possible. Qu'en penses-tu? Et c'est ici que commence la partie de l'histoire dont on parle rarement. Car pendant que le monde continuait d'avancer, que de nouvelles découvertes ont été faites et que d'anciennes théories étaient abandonnées, ce site est simplement resté tel quel. Aucun progrès, aucune nouvelle image, aucune nouvelle donnée. Seulement ce qui avait été enregistré à l'époque et les questions qui en ont découlé. Lorsqu'on y regarde de plus près, on réalise à quel point cette situation est inhabituelle. Dans la science moderne, les découvertes étranges sont généralement étudiées de manière approfondie. Plus quelque chose est mystérieux, plus l'intérêt pour le comprendre est grand. Ici, ce fut différent. Les données existent, les images existent, les analyses existent. Et pourtant, tout s'est arrêté exactement là où cela avait commencé. Certains scientifiques ont, au fil du temps, tenté de réévaluer le phénomène. Ils ont réexaminé les données disponibles, proposé d'autres explications, formulé de nouvelles hypothèses, mais sans nouveaux échantillons, sans mesures directes et sans nouvelles expéditions, toutes ces approches restent théoriques. On peut élaborer des modèles, comparer des structures, mais rien ne peut être prouvé de manière définitive. Et c'est précisément ce qui rend ce cas si particulier. Ce n'est pas un mythe sans fondement, mais ce n'est pas non plus une énigme résolue. C'est quelque chose entre les deux, une observation documentée qui ne peut pas être pleinement expliquée. Beaucoup des questions initiales restent aujourd'hui aussi pertinentes qu'à l'époque. Pourquoi les structures présentent-elles des formes géométriques si nettes? Pourquoi ne sont-elles pas recouvertes de sédiments? Pourquoi s'étendent-elles sur une zone aussi vaste? Et peut-être la question la plus importante, pourquoi personne n'a-t-il sérieusement tenté d'y retourner? Certains pensent que cela relève simplement des priorités. La science fonctionne avec des ressources limitées. Les projets doivent être sélectionnés et ce sont souvent ceux qui promettent des résultats plus rapides ou plus clairs qui sont privilégiés. D'autres estiment que l'incertitude elle-même a constitué un obstacle. Lorsqu'une découverte peut exiger soit une nouvelle explication géologique, soit remettre en question certaines hypothèses historiques, le risque est élevé, tant sur le plan scientifique qu'institutionnel. Et puis, il existe une troisième perspective. Une perspective qui ne repose pas sur des faits mais sur l'espace entre eux. Car c'est précisément là que naissent les spéculations. Quand les données manquent, l'imagination prend le relais. Certains voient dans ces structures les traces d'une civilisation oubliée, une culture qui aurait pu exister bien avant le début de l'histoire connue, une société qui possédait peut-être des capacités dont nous ignorons toutes aujourd'hui. D'autres restent sceptiques. Ils considèrent qu'il s'agit d'une formation naturelle rare, quelque chose que nous n'avons simplement pas encore entièrement compris. Ces deux visions ont un point commun. Elles tentent d'expliquer quelque chose pour lequel il n'existe pas encore de réponse définitive. Et c'est précisément le cœur de ce mystère. Il ne s'agit pas seulement de ce qui se trouve là-bas. Il s'agit de ce que nous sommes prêts à accepter. L'histoire du triangle des Bermudes a montré pendant des décennies à quel point perception et réalité peuvent diverger. Beaucoup des cas célèbres peuvent aujourd'hui être retracés et expliqués grâce aux moyens modernes. Navigation, météo, erreurs humaines, tout cela joue un rôle. Mais cette découverte est différente des récits classiques. Elle ne repose pas uniquement sur des témoignages, mais sur des données, sur des images, sur des mesures. Et pourtant, elle reste ouverte. Peut-être qu'un jour, une nouvelle équipe retournera sur place. Avec une technologie plus avancée, des capteurs plus précis, des méthodes plus fiables, peut-être que des échantillons seront prélevés, analysés, datés. Peut-être qu'alors, il deviendra clair s'il s'agit d'un phénomène naturel unique ou de quelque chose de totalement différent. D'ici là, cet endroit reste inchangé, silencieux, sombre, intact, 700 mètres sous la surface de l'Atlantique, loin de la lumière, loin des sons, loin de tout ce que nous percevons au quotidien. Et quelque part,
Là-dessous se trouvent ces structures, exactement comme elles ont été découvertes à l'époque. Et elles attendent, pas d'être découvertes, cela c'est déjà fait, mais d'être comprises. Et peut-être que c'est précisément à cet instant que cette histoire commence vraiment. Car tant que nous n'avons pas de réponse, toutes les possibilités restent ouvertes. Et parfois, ce sont justement ces questions ouvertes qui nous en apprennent le plus sur notre monde. Et peut-être vaut-il la peine d'aller encore un peu plus loin. Car indépendamment de ce que l'on croit, une explication naturelle ou quelque chose de totalement différent, cette découverte nous oblige à réfléchir aux limites de notre connaissance. Elle montre combien de notre planète reste encore inexplorée. Les profondeurs océaniques comptent parmi les régions les moins comprises de la Terre. De vastes zones n'ont jamais été observées directement, encore moins étudiées en détail. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que, même aujourd'hui, au XXIe siècle, des découvertes sont encore possibles. Des découvertes capables de remettre en question ce que nous pensions établi. Qu'il existe des endroits où des choses subsistent sans être immédiatement explicables. Et que nous atteignons parfois des limites là où notre savoir s'arrête. C'est précisément là que commence la véritable recherche. Pas là où tout est clair, mais là où les questions émergent. La découverte au large de Cuba en est un exemple parfait. Elle n'est ni entièrement confirmée, ni réfutée. Elle se situe dans un état intermédiaire, un indice que quelque chose existe, sans que nous en comprenions encore pleinement la nature. Et peut-être est-ce justement cela qui la rend si fascinante, parce qu'elle nous rappelle que le monde est plus vaste que ce que nous savons déjà, que l'histoire n'est pas toujours aussi claire qu'elle apparaît dans les livres, et qu'il reste encore des mystères en attente d'être résolus. On pourrait dire que de tels cas sont rares, qu'ils constituent des exceptions, mais peut-être est-ce l'inverse. Peut-être sont-ils simplement rarement visibles, parce que nous ne regardons pas assez souvent. Combien de structures similaires pourraient encore se trouver au fond des océans? Combien n'ont jamais été découvertes, faute de recherches ciblées? Et combien d'indices géologiques, ou peut-être même culturels, reposent pas encore sous des couches d'eau et de sédiments? Ces questions mènent à une vision plus large. Il ne s'agit pas seulement de ce site précis, mais du système entier de notre planète, des processus qui le façonnent, et de la possibilité que nous n'en ayons pas encore compris toutes les règles, toutes les règles. Lorsque l'on observe l'histoire de la science, un schéma apparaît. Des choses autrefois jugées impossibles ont fini par être expliquées. Des idées d'abord rejetées ont été acceptées, une fois que de nouvelles preuves ont émergé. Mais ce processus demande du temps, et surtout, il exige une chose, de nouvelles données. Sans retour sur ce site, tout ce que nous possédons reste incomplet. Ce ne sont que des fragments d'un puzzle dont l'image globale nous échappe encore. Peut-être qu'un jour, quelqu'un réunira les moyens nécessaires. Peut-être qu'une coopération internationale verra le jour, permettant d'explorer à nouveau la zone. Peut-être que la technologie progressera au point de rendre ces expéditions plus simples et accessibles. Et peut-être, juste peut-être, qu'une réponse émergera, capable de tout éclairer sous un nouveau jour. Jusque-là, cet endroit reste un témoignage silencieux de ce que nous ignorons encore. Un lieu où la science rencontre l'incertitude. Un lieu qui ne raconte pas une histoire claire, mais qui pose des questions. Et c'est précisément pour cela qu'il est si important. Car chaque grande découverte commence par une question à laquelle on ne peut pas répondre immédiatement. Et chaque réponse commence par le courage de continuer à chercher. Peut-être est-ce là le véritable message de cette histoire. Non pas que nous comprenons déjà tout, mais que nous devons rester prêts à apprendre. Si tu as suivi ce récit jusqu'ici, alors tu n'as pas seulement entendu une histoire, tu as eu un aperçu d'une enquête scientifique encore ouverte. Et maintenant, c'est à toi. Qu'est-ce qui te semble le plus probable? Une formation géologique encore inconnue ou l'indice de quelque chose que nous ne savons pas encore interpréter? Partage ton avis, car parfois, la prochaine découverte commence exactement là où quelqu'un ose poser une nouvelle question.